Aujourd'hui, je voulais te parler de dépression, ou plus précisément de comment j'ai compris que j'étais en dépression et comment ça s'est manifesté concrètement. Du coup, c'est peut-être une vidéo qui risque d'être un peu difficile à regarder pour certaines personnes, notamment si t'es très sensible, très empathique, ou que tu te sens concerné de près ou de loin par cette thématique. Je te préviens, ça risque peut-être de raviver certains souvenirs douloureux, ou voire même peut-être de te plomber le moral. Donc si tu sens que t'es pas trop en état de regarder cette vidéo, je te déconseille de le faire, puisque je vais t'expliquer toute une série de choses assez tristes, mais d'un point de vue plutôt, comment dire, pas factuel, parce que forcément je vais parler de mes émotions et de mon ressenti par rapport à ça, mais si tu veux, je fais cette vidéo plus à titre informatif en fait. Donc voilà, je sais pas trop exactement à quoi ça va ressembler, mais voilà, ça risque quand même d'être pas très joyeux. Je cherche absolument pas avec cette vidéo à me positionner en pitié ou à me faire plaindre, non pas que ce soit mal, hein, franchement je m'en fous, ça pourrait être le cas et ce serait pas grave, mais juste parce que j'ai envie qu'on comprenne ma démarche et le fait que mon but vraiment c'est de sensibiliser les gens autour des troubles et des maladies mentales en général, parce que je pense que c'est des choses qui sont encore assez mal comprises alors qu'elles sont très répandues dans la population et qui à mon avis sont mortifères pour énormément de personnes, parce que cette ignorance et cette désinformation autour de ces thématiques-là ont des réelles conséquences et des conséquences graves en fait sur la santé des gens et sur leur vie. Et donc j'ai vraiment envie que cette vidéo soit vue comme un moyen d'apprendre des choses et de prendre conscience en fait de l'importance que c'est que de prendre ce genre de choses au sérieux. Voilà. Je voulais commencer en te parlant de mon adolescence et de la perception que j'avais de tout ce qui touche au mental, à l'esprit, à la psychologie à ce moment-là de ma vie, puisque ma manière de concevoir les choses à ce moment-là a eu un réel impact sur ma santé les années qui ont suivi. Et ça me semble important de t'expliquer le passé pour comprendre le présent, n'est-ce pas? Donc, faut savoir, et sûrement que tu le sais si tu suis mes vidéos depuis le début, ce qui ferait un bon bout de temps, que j'ai commencé mes vidéos en parlant de développement personnel et de spiritualité. Et j'ai fait ça pendant très longtemps, des vidéos sur ces sujets-là, tout simplement parce que je pense que ça a commencé quand j'avais 15 ans, un truc dans le genre. Quand j'ai commencé à lire des livres de développement personnel et des livres sur la spiritualité, j'avais trouvé un moyen de me sentir mieux dans ma vie, de tenir le coup, d'avoir l'impression d'avoir le contrôle sur certains événements douloureux de ma vie pour qu'ils le soient moins, de trouver du sens à ma vie, de trouver des outils et des clés pour me sentir mieux. Et en effet, ça m'a beaucoup aidée. Je vais pas du tout cracher dans l'eau que j'ai bu quand j'avais soif, hein, c'est pas du tout ça, parce que ça m'a aidée et ça m'a fait tenir pendant des années l'idée qui était véhiculée dans ce que je consommais comme contenu, comme quoi j'étais toute puissante, que tout ne dépendait que de moi et de ma volonté, entre guillemets ma volonté, que tout était possible, que le mal-être n'existait que si je lui donnais la place d'exister, enfin bref, que des trucs comme ça qui reviennent souvent dans les contenus de développement personnel et qui te disent en gros que tu es capable de tout et que la réponse est en toi et seulement en toi, et que voilà, en gros si tu te sens mal, la réponse est dans toi pour pouvoir t'en sortir. Ce qui fait que vraiment pendant très longtemps j'ai considéré que les gens qui souffraient de troubles ou de maladies psychiques, c'était juste des personnes en fait qui n'avaient pas ouvert les yeux, qui s'étaient pas assez intéressées au développement personnel ou à de la spiritualité, qui s'étaient pas posé les bonnes questions dans leur vie, qui avaient juste pas eu d'éveil, des gens qui faisaient preuve de mauvaise foi ou de manque de volonté, ou qui était juste pessimiste quoi. Et en fait pendant super longtemps j'étais sûre que les troubles et les maladies mentales ça existait juste pas, tout simplement, alors que j'étais consciente que j'avais un problème, hein. Et quand je dis que j'avais un problème, je parle de troubles anxieux. Je parle pas encore de dépression, ça fait super longtemps que je souffre de troubles anxieux mais juste j'avais conscience que j'avais une douleur, j'avais conscience que j'avais du mal avec quelque chose à l'intérieur et que c'était quelque chose qui était en dehors de ma portée, mais j'étais convaincue que c'était moi en fait qui faisais preuve de mauvaise foi et de flemme en gros.
et que je faisais juste pas assez d'efforts et que voilà, enfin bref, tout ça pour dire que j'étais vraiment dans cette optique de percevoir tout ce qui est de l'ordre psychologique comme quelque chose que l'on peut contrôler, comme quelque chose que l'on peut gérer entièrement par soi-même de façon complètement individuelle. Naturellement, dans ma vie, comme énormément d'autres personnes, j'ai rencontré divers profils de gens, dont certains avaient des maladies ou des troubles mentaux, et j'étais confrontée à la réalité de certaines personnes qui correspondaient pas avec ma façon de voir les choses, parce que, en gros, je niais complètement leur douleur, en me disant que non, ils n'avaient pas besoin de prendre des médicaments, non, ils n'avaient pas besoin d'aller consulter des psys, non, ils n'avaient pas besoin de ci ou de ça, la seule chose dont ils avaient besoin, c'était d'ouvrir un livre de développement personnel ou de commencer à croire en un dieu ou quoi que ce soit, parce que c'était ça qui allait les faire sentir bien. Et c'est très grave en fait d'avoir fait ça. Je vais pas m'auto-flageller d'avoir pensé et véhiculé ces idées à cette époque, parce que juste c'était ma vérité à ce moment-là et je pensais bien faire, et j'étais convaincue que c'était juste ce que je disais. J'étais profondément anti-médicaments, j'étais sûre qu'en fait c'était que des lobbies pharmaceutiques qui voulaient profiter du mal-être des gens pour s'enrichir, et on pourrait dire énormément de choses à ce sujet, je suis d'accord. Mais ça reste quand même quelque chose de grave d'avoir fait ça, tout simplement parce que malheureusement, j'ai pas pris au sérieux certaines choses qui auraient dû l'être chez des proches, et ça a eu des conséquences sur ces proches. Alors non pas que tout était sous ma responsabilité, c'est pas ça, mais je pense notamment par exemple à une amie qui avait des gros problèmes avec la dépression, qui souffre de dépression chronique et sévère depuis longtemps, qui avait besoin d'aide professionnelle à ce moment-là de sa vie, qui nous a dit qu'elle avait besoin d'aide, qui a lancé beaucoup d'appels à l'aide en fait, et des appels à l'aide assez conséquents, si tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'étais là en mode non, arrête de dire que t'es en dépression, tout ça c'est dans ta tête, c'est juste que tu fais pas assez ci, tu fais pas assez ça, tu fais pas assez preuve de volonté, blablabla, blablabla. Et ça a eu un réel impact sur cette personne, parce que j'étais pas la seule à penser ça, tout simplement, et parce que autour de cette personne, on était nombreux et nombreuses à considérer que c'est juste elle qui avait une manière de voir les choses problématique, et qu'elle avait juste pas compris des choses que nous on avait compris. Ce qui a forcément fait qu'elle n'a pas eu le soutien social et émotionnel dont elle avait besoin de la part de ses proches, et ça a aggravé son état, et ça a eu des réelles conséquences dans sa vie, et c'est loin d'être la seule personne à qui ça arrive, ce genre de choses. Je peux prendre mon exemple aussi en particulier, parce que moi-même, je ne me suis pas aidée pendant longtemps à cause de cette manière de voir les choses. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ressentais de la douleur, je ressentais de la souffrance, mais j'arrivais pas à réaliser et à mettre le doigt sur pourquoi j'avais mal. Parce que j'étais sûre que le pourquoi était de l'ordre de ma volonté, de ma manière de voir le monde, et que je refusais de comprendre que le cerveau, les hormones, l'esprit, tout ça, c'est comme le corps physique. Parfois ça peut se casser, parfois ça peut dysfonctionner, parfois ça peut avoir mal, et que parfois, voire même très souvent, ça peut être provoqué par des éléments qui sont complètement hors de notre portée, des choses qui nous échappent, des choses sur lesquelles on n'a pas, sur lesquelles on ne peut pas agir par nous-mêmes, tout seul, par la conscience, par la volonté. Non, des fois c'est des facteurs extérieurs, c'est des enchaînements de choses qui se passent dans nos vies, qui sont indépendants de notre bon vouloir, de nos croyances, de notre conscience des choses, et juste, c'est comme ça. Ça arrive. Alors oui, il y a des explications, il s'est passé ça dans ma vie, il y a eu tel événement, tel autre. Oui, mais c'est pas parce qu'on peut expliquer pourquoi c'est arrivé que ça veut dire que forcément on a un pouvoir dessus, toujours. Et c'est ça l'erreur en fait que moi j'avais fait à ce moment-là, c'était de croire que j'avais le pouvoir sur tout, que je pouvais tout gérer de moi, et que tout le monde pouvait tout gérer de lui. Alors que non, en fait. Et je le pense sincèrement, non. Sinon, j'aurais jamais été en dépression, en fait, si c'était vraiment le cas, si c'était vrai. Parce que malgré mes croyances, malgré cette manière de voir les choses, cette conviction d'être complètement omnisciente à mon sujet, omnipotente sur mes capacités, sur mon bien-être, ça m'a pas empêché par la suite que mon trouble anxieux ne fasse que s'empirer, grandir et me faire toujours plus souffrir, que j'ai développé des addictions par la suite, et que je suis tombée en dépression sévère il y a quelques mois, et que je suis toujours en dépression sévère, même si je me sens mieux. Donc, si c'était vrai,
pourquoi ça m'est arrivé tout ça. Tout ça pour dire que ça a été vraiment une erreur en fait d'être aussi bornée dans cette idée. Après, comme je l'ai dit, à ce moment-là, j'avais besoin d'être bornée dans cette idée parce que ça me faisait tenir le coup. Mais c'est extrêmement dangereux parce que malheureusement, et je n'invente rien, il y a des personnes qui mettent fin à leur jour littéralement parce qu'elles ne trouvent pas l'aide dont elles ont besoin, parce qu'il y a des gens autour d'elles qui sont convaincus, comme moi, qu'il suffit de faire des efforts pour aller mieux. Qu'il suffit de lire un truc, de prier le soir, de faire je ne sais quoi le matin en se levant pour que ça aille mieux. Alors que ces gens, beaucoup d'entre eux demandent juste de l'aide. C'est comme si ces personnes se pétaient la gueule, se cassaient un bras, qu'elles demandaient à aller à l'hôpital, à voir un docteur, à avoir des médicaments antidouleurs, à avoir un plâtre, et qu'on leur disait non, t'as juste pas compris ce principe de développement personnel, tu crois juste pas assez en Dieu. Alors je ne dis pas que c'est complètement vain, évidemment que ça aide, évidemment qu'il y a des gens que ça sauve même. Je suis pas dans une logique de on a un problème et il n'y a qu'une solution qui est possible. Je pense qu'en effet il y a des gens qui ont été en dépression qui sont sortis grâce au développement personnel. Je pense qu'en effet il y a des gens qui ont été en dépression qui s'en sont sortis grâce à la religion. C'est pas pour dire que c'est pas bien ces choses-là, c'est juste que je trouve ça vraiment triste et dommage que dans ces domaines-là, on fasse très peu mention, voire presque jamais mention, de l'existence des maladies et des troubles mentaux et du fait que, écoutez, voilà, je vous explique ces principes-là, je vous explique cette manière de voir la vie, cette philosophie, mais tout de même, si vous pensez être atteint d'un problème de santé mentale, il faut que vous ayez voir un médecin. Tout simplement. Donc j'ai pris vraiment beaucoup de temps avant de comprendre que la dépression c'était une maladie dont l'issue pouvait être fatale. Et je l'ai appris vraiment d'une façon très violente, d'une façon très très triste, quand justement j'ai remarqué que les personnes autour de moi qui souffraient sombraient toujours plus et toujours plus et toujours plus dans le mal, qui n'avaient toujours pas l'aide dont ils avaient besoin. Et qui en sont arrivés à nous faire très peur en fait, tout simplement, tellement le désespoir était grand. Et donc gentiment j'ai commencé à me renseigner sur toutes ces thématiques-là, et t'as vu que j'ai commencé à en parler dans certaines vidéos. Je t'ai fait une playlist d'ailleurs qui est entièrement dédiée à cette thématique de la santé mentale et de l'anxiété, tous ces trucs, je te la mettrai dans la description, la gestion des émotions, tout ça. Et voilà, j'ai commencé un peu à me renseigner, à m'informer avec d'autres éléments, jusqu'au jour où je suis tombée en dépression, tout simplement, et que j'ai réalisé que, ah, oui, ça peut t'arriver même à toi. Et d'ailleurs, c'est même pas si étonnant que ça quand on sait qu'il y a une forte comorbidité entre les troubles anxieux et la dépression. C'est-à-dire que quand tu souffres de troubles anxieux et que ça dure, il y a de très grandes chances que tu développes une dépression avec le temps, et inversement. Si je dis pas de conneries. D'ailleurs, si je dis une connerie, je suis désolée et corrige-moi si c'est le cas, mais moi c'est ce qu'on m'a expliqué en psychothérapie. C'est pareil, quand tu es en dépression pendant longtemps, tu peux développer des troubles anxieux. Et donc en vrai, c'est pas étonnant parce que j'ai des troubles anxieux depuis des années, et donc c'est pas pour dire, mais c'était même presque étonnant que pendant autant de temps j'ai pas été en dépression, quoi. Et voilà, c'est arrivé, et ça a été en effet provoqué à cause d'un tas d'enchaînements de trucs nuls qui sont arrivés dans ma vie, et de plein d'éléments que je pense dont je n'ai même pas conscience. Mais voilà, c'est arrivé, et ça m'est tombé sur la gueule. Et voilà, maintenant on est en train d'essayer d'aller mieux. Donc les symptômes que j'ai ressentis, en fait, déjà, c'est le retour de mon addiction principale qui est le cannabis, puisque j'ai recommencé à fumer, et en fait quand je fume, je sais que c'est un symptôme de mal-être. Alors déjà, on savait très bien que c'était un symptôme d'anxiété parce que les grands anxieux, et ça on le sait, ont tendance à beaucoup compulser avec des substances et tout pour justement essayer de gérer l'anxiété. Donc ça je le savais, j'avais compris ça dès le départ avec ma psy, hein, genre oui vous fumez à outrance parce que vous êtes trop angoissé. Bon, ça paraît assez logique. Mais là je recommençais à fumer non pas parce que je me sentais angoissée, parce que de toute façon je me sentais angoissée H24, mais surtout parce que je commençais gentiment à développer une dépression. Et quand j'ai remarqué que j'avais recommencé à fumer, déjà je me suis dit tiens c'est bizarre, cette fois je me sens mal, mais c'est pas comme ce que je connais déjà, on dirait que ça prend une autre forme. Et ça c'était pendant le mois de novembre. Et là où ça se différenciait de ce que je connaissais,
c'est que j'avais une forme d'apathie que je ne ressentais pas avant. C'est-à-dire que, si tu veux, quand je me sentais angoissée, très très anxieuse, je ressentais quand même des choses fortes. Soit des gros pics vers le haut, soit des gros pics vers le bas. Mais je ressentais des choses. Et là, gentiment, je commençais à avoir l'impression de plus ressentir. Ouais, une forme d'apathie, un manque de vitalité et tout. Et tu vas me dire, oui, c'est normal si tu fumais des joints. Oui, c'est normal si je fumais des joints, on est d'accord. Mais j'ai fumé des joints pendant... maintenant, ça fait 7 ans que j'ai commencé. Et pendant les années qui ont précédé ce moment, malgré le fait que je fumais des joints, je sentais qu'il y avait une différence entre le avant et le maintenant. Ça avait l'air d'être encore plus profond qu'avant, en fait. Et puis après, voilà, il y a eu ce qui s'est passé avec mon cousin, dont je t'ai parlé dans mes vidéos au mois de janvier, pardon. Puis j'ai eu mes exas, puis en fait, voilà, il y a eu un tas de trucs hyper nuls qui ont fait que enfoncer le mal-être encore plus loin. Et il faut savoir que quand je suis partie, à partir du moment où je suis partie en Colombie, j'ai pas retouché à la bœuf, j'ai vraiment tout stoppé là. Depuis que je suis partie en Colombie, j'ai toujours pas refumé. Espérons que ça dure, n'est-ce pas? Et malgré ça, je suis revenue déjà pendant mon voyage. Je crois que pendant mon voyage, je suis arrivée au paroxysme de mon mal-être. Je me suis jamais sentie aussi mal que pendant que j'étais là-bas. Et à mon retour, du coup, j'étais plus bactère, j'étais au fond du trou, mais vraiment plus bas que ce trou. Tu pouvais pas creuser plus loin, tu vois. Genre, on était arrivé au fond du trou et le trou lui-même ne voulait plus aller plus bas, quoi. Il m'a dit non, là t'abuses, stop. Et vraiment, le retour a été horrible. En plus, voilà, avec les problèmes de sommeil, le décalage horaire, la fatigue, tout ça, ça aide pas quand t'es déjà dans cet état. Et je me rendais compte que même sans la weed, et même en reprenant un rythme de sommeil normal, entre guillemets, en essayant de recommencer à manger et tout, j'y arrivais pas. Je dormais toujours hyper mal, j'avais plus d'appétit, j'ai perdu 8 kilos en même pas 2 mois. Et à nouveau, j'avais juste l'impression que mon âme s'éteignait. J'avais l'impression de plus avoir de vie en moi. Je sentais un manque de vitalité. C'est vraiment comme ça que je ressentais la dépression et que je la ressentirais aujourd'hui si j'avais pas des médocs, je pense, parce que là, ça fait à peu près 1 semaine que j'ai l'impression de récupérer un peu de vitalité, justement. Mais pendant des mois, en gros, j'avais l'impression que j'étais un zombie vivant. Une coque vide, une sorte de tas de chair ambulant qui fonctionnait comme un automate, mais qui était vide, quoi, vraiment vide. Et c'est un vide, en fait, qui fait mal. C'est bizarre, parce que d'un côté, tu ressens rien, mais c'est un rien qui est douloureux, quoi. Donc t'as une sorte de douleur, mais qui est pas une émotion que tu connais, qui est palpable, c'est vraiment du néant, du rien, vraiment, c'est ça qui est bizarre. Plus rien n'avait de sens, mais vraiment rien du tout. Je me demandais ce que je foutais là, qu'est-ce qui faisait que je me réveillais le matin, pourquoi j'étais avec mon mec, pourquoi ma famille me calcule, pourquoi voir ses potes, pourquoi bouffer des trucs que j'aime, parce que je n'aimais plus rien, j'arrivais plus à trouver du plaisir dans la bouffe que j'aimais bouffer d'habitude, dans la musique que j'aime écouter d'habitude, dans les activités que j'aime faire d'habitude. Il n'y a rien qui m'intéressait, c'était vraiment... Et pourtant, je fumais pas à ce moment-là, parce que tu vas me dire que quand t'es fonce-dé, c'est un état un peu commun, entre guillemets, quand t'arrives à un certain point de fonce-dé, on est bien d'accord, hein. Mais là, je fumais plus. J'étais plus en décalage horaire, j'étais plus dans cet environnement anxiogène dans lequel j'avais baigné pendant les semaines précédentes. J'étais chez moi, dans mon studio, dans ma petite vie habituelle, j'étais plus en examen, j'avais juste ma vie de tous les jours, j'arrivais plus à y trouver un sens et à y trouver un plaisir quelconque. Évidemment, zéro libido, ça, je sais pas si ça paraissait évident, mais peut-être que ça l'était pas, mais du coup, forcément, si j'avais du goût à rien, j'avais vraiment goût à rien. Et pourtant, je continuais à faire des choses parce que j'avais du travail. Je devais faire un tournage.
Je devais participer à tel projet, à tel événement. Et je le faisais. Et quand je devais performer la sociabilité avec les gens, je le faisais très bien. Et quand je devais avoir l'air enjouée, j'étais enjouée. Enfin, je faisais semblant de l'être. Quand je devais parler au téléphone, j'avais l'intonation qu'il fallait pour faire comprendre aux gens que tout allait bien. Quand j'étais dans la rue, je souris aux gens, je souris à la caissière. Quand je parle avec mon mec, j'essaye d'être... c'est la personne que je suis. Mais tout d'un coup, c'est comme si être toi-même, ça devient une sorte de performance à laquelle tu crois même plus. Tu fonctionnes par habitude comme ça, tu sais que tu dois sourire, que tu dois rigoler à tel moment, que tu dois avoir tel comportement dans telle circonstance, que tu dois prendre tel ton pour faire passer telle émotion, mais tu le fais plus parce que tu ressens au fond de toi une petite étincelle de vie qui te ressemble. Tu le fais parce que tu dois jouer la vie. C'est vraiment ça, tu dois jouer le fait d'être vivant. Et c'est épuisant. C'est tellement épuisant parce que ça te demande un effort monumental. Et il faut savoir que là, je décris moi quand j'étais en dépression, mais en fait, il y a tellement de réactions différentes face à la dépression. Il y a des gens qui vont être dans une surproductivité où ils vont faire que travailler tout le temps et s'occuper l'esprit parce qu'ils essayent de ne pas ressentir la douleur qu'ils ressentent, et du coup ils sont constamment en train de chercher une occupation. D'ailleurs c'est un peu ce que j'ai fait, j'ai pas arrêté de m'envahir de projets et d'accepter des trucs et d'être sûre que j'allais réussir à les faire, alors que au fond de moi j'avais l'impression que j'avais plus rien à te donner, que j'étais vraiment genre arrivée au bout du rouleau, mais plus au bout tu pouvais pas. Et il y a d'autres personnes qui sont pas du tout enfin, qui vivent pas ça pareil, quoi. Genre, il n'y a pas de manière de vivre la dépression. Alors, il y a des choses qui peuvent mettre sur la piste et éveiller le soupçon, évidemment, comme par exemple, voilà, cette apathie, ce manque de vitalité, le fait que tout paraît être dur, d'avoir l'impression de marcher au ralenti, ouais, cet état un peu déconnecté, mais voilà, chacun le vit différemment. Il y a des gens qui vont passer la journée enfermés chez eux, du matin au soir, du soir au matin, qui vont parler à personne. D'autres qui vont continuer d'avoir des relations sociales, qui vont continuer de rigoler, qui vont continuer de faire ce qu'ils font d'habitude, et pourtant qui sont profondément en dépression. Faut savoir que, genre, moi j'ai fait tellement de choses alors que ça n'allait pas, et il y a plein de gens qui auraient pu jamais, enfin qui ne s'en sont jamais doutés, et je leur en veux pas parce que je faisais exprès qu'on s'en doute pas. Et en fait, dès que je me retrouvais seule, et dès que j'étais chez moi, tout d'un coup, cette apathie m'envahissait à nouveau. Ces efforts que j'avais fournis pour fonctionner normalement se manifestaient par un épuisement profond. Et du coup, la seule chose que je faisais quand j'arrivais chez moi, c'est que je restais dans le noir, j'allais me foutre sous mon lit, j'allais me foutre sous ma couette, et j'attendais que la vie passe. Et j'avais des pensées qui s'entrechoquaient dans la tête, dont je ne vais pas trop parler ici parce que ça reste quand même hyper douloureux, et je pense que ça sert à rien de toute façon de parler de ça, mais tu t'imagines bien le type de pensée qu'on peut avoir quand on est dans cet état, qui allait toujours plus loin, toujours pire, qui, comme je l'ai dit, peuvent arriver à une issue grave. Bah voilà, j'ai commencé un traitement médicamenteux et pendant 3 semaines, je ressentais pas trop les effets, mais je vais faire une vidéo spéciale sur les médicaments, sur les effets secondaires, leur activité, tout ça. Mais disons que pendant les 3 premières semaines, voilà, que j'ai pris les médicaments, j'avais pas l'impression que ça changeait quoi que ce soit, mais j'étais rassurée par l'idée d'avoir des médocs en fait, parce que je me disais, il faut avoir de la patience, il faut attendre. Et là, ça fait 1 mois et demi que je suis sous traitement, et ça fait à peu près une dizaine de jours que je commence à en ressentir les effets et à sentir que ça marche. Et Dieu merci, ça marche, parce que ça peut ne pas marcher du premier coup. Parfois, il faut changer de traitement, parfois il faut changer le dosage, ça dépend d'un tas de choses. Et moi, heureusement, du premier coup, visiblement, c'est en train de fonctionner, même si il a fallu augmenter les doses progressivement. Et merci quoi, que j'ai ça avec moi, parce que j'ai l'impression de me retrouver, j'ai l'impression de redevenir qui j'étais, de retrouver de la vitalité, c'est vraiment le mot, la vitalité, l'envie d'être là, le sentiment d'être vivant, c'est vraiment ça. Et voilà, maintenant c'est en train d'aller mieux, et je pense que ça ne fera que s'améliorer.
Pour l'instant, on n'est toujours pas arrivé là où j'aimerais en être, quoi, parce que je sais que je peux aller encore mieux, je me connais, je sais que j'ai eu des moments dans ma vie où je me suis sentie beaucoup mieux que maintenant, mais disons que par rapport à ce que j'ai vécu ces récentes semaines, je ne peux que constater une forte amélioration, et heureusement. Donc voilà, je vais faire une vidéo spéciale sur les médicaments et sur concrètement qu'est-ce que je prends, pourquoi je le prends et comment ça agit. Mais globalement, c'est ça que je voulais dire dans cette vidéo, c'est le fait que c'est du sérieux en fait. Les troubles et les maladies mentales, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas de la mauvaise foi, c'est... Parfois, faut juste passer par là, quoi. Et il y a des gens qui arrivent à se passer des médocs, ok. Il y a des gens qui arrivent à se passer de thérapie, ok. Mais il y a beaucoup de gens qui en ont besoin, et c'est ok, et il faut pas en avoir honte. Moi je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps, enfin si, je sais pourquoi, je te l'ai expliqué dans toute cette vidéo, mais justement je me dis mais c'est tellement con, si j'avais pas attendu aussi longtemps, peut-être que j'en serais pas là maintenant. Mais bon voilà, les choses sont comme elles sont, c'est comme ça, je vais pas commencer à refaire ma vie dans le passé, mais juste je me dis j'ai trop laissé traîner, j'ai trop nié l'importance du problème, j'ai trop voulu tout faire par moi-même, me convaincre de plein de choses. Et voilà, juste là, j'ai lâché prise. J'accepte que, merde, si j'ai un organe qui dysfonctionne, je vais chez le médecin et puis je l'écoute et puis je fais ce qu'il me dit, quoi. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et ça va mieux. Et si j'avais pas fait ça, peut-être que je serais pas là pour faire cette vidéo, honnêtement. Et il y a plein de gens, en fait, qui vivent ça et qui n'attendent qu'une chose, c'est de trouver la bonne solution. Et je dis pas que c'est la seule solution, mais juste, faut arrêter de diaboliser le traitement pour les problèmes psychiques. Il faut arrêter de diaboliser les médicaments de manière générale, et ça fera vraiment l'objet d'une vidéo à part entière. Mais c'est grave, en fait, parce que ce qui se passe dans le psychisme, ça a des réelles conséquences dans la vie des gens. Autant que ce qui se passe dans le corps, la santé. Tout le monde dit tout le temps, ouais, la santé c'est le plus important, sans la santé on n'a rien, blablabla, blablabla. Alors déjà c'est faux. Et de deux, la santé c'est aussi ce qui se passe dans la tête. C'est aussi ce qui se passe au niveau psychologique. Donc si on pense ça, pourquoi on n'arrive pas à se rendre compte que ce qui se passe dans la tête, c'est aussi, comme le corps, des choses parfois qu'il faut aider avec des traitements. Tout simplement. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, personne vient te casser les couilles si tu demandes à te faire mettre un plâtre parce que t'as eu une fracture à la jambe ou que tu prends des antibiotiques parce que t'as une infection grave. Donc pourquoi on vient te faire chier si tu prends des médicaments pour des problèmes psychiques? C'est la même chose en fait. Il faut arrêter avec ça, avec cette dissociation perpétuelle du corps et de l'esprit, parce que voilà, non. On est nombreux à avoir besoin de ça, et puis le but c'est pas de ne pas agir sur les causes, parce que souvent les gens ils disent oui mais le problème avec les médicaments c'est que tu te bourres d'hormones et puis tu résous pas ton problème à la base. Ben c'est pas forcément le cas. Déjà si c'est le cas, c'est le problème des gens de le faire. Si moi j'ai envie juste de me bourrer de médicaments jusqu'à la fin de mes jours et de pas chercher à améliorer mon problème, ça me concerne et ce serait pas grave, c'est mon problème. C'est pas ce que je souhaite aux gens, mais disons que dans l'absolu ça ne nous concerne pas. Et de deux, c'est faux, parce que le but quand même c'est de soigner. Et donc tôt ou tard, si on peut laisser en fait le traitement, et si on peut pas le laisser, et on le continue. De la même manière que par exemple mon père a des problèmes cardiaques et que ça fait 15 ans qu'il prend des médicaments tous les fucking jours de sa vie, si c'est pas plus, et qu'il va devoir le faire jusqu'à la fin de ses jours. Voilà. Et s'il les prend pas, il clams. Voilà. C'est comme ça. Et donc vu qu'il veut pas mourir, il prend ses médocs et ça le fait vivre. Et c'est ok. Donc voilà, que ton traitement soit temporaire ou pas, les gens soient d'accord ou pas, on s'en fout. Le but c'est que tu trouves la solution qui te convienne. Et puis si tu veux pas prendre de médoc, n'en prends pas. Mais si tu veux en prendre, n'écoute pas les gens autour et fais-le, quoi. Parce que ça n'existe pas pour rien. Et ça sauve des vies, ça aide des gens. Et ça permet justement, de la même manière qu'un plâtre, de se donner du répit et de permettre à son corps de se remettre de parfois certains traumatismes, certaines situations qui sont vraiment difficiles à vivre et vraiment douloureuses et qu'on peut pas gérer seul, quoi. Et peut-être que ça va durer quelques mois, peut-être que ça va durer plusieurs années, on ne sait pas. Mais le but c'est d'avoir
l'aide qu'on estime avoir besoin. Ça permet vraiment d'aller mieux. Et là, je dis pas, hein, si j'arrête mes médicaments du jour au lendemain, peut-être que je vais me ressentir à nouveau comme je me sentais avant. Mais ce qui compte, c'est que là, grâce à mon traitement, je me lève le matin et je retrouve goût à des choses auxquelles je n'avais plus goût avant. Et grâce à mon traitement, je suis là, en fait. Donc, c'est réel. Je me sens moi. Donc, bref. Je vais m'arrêter là parce que cette vidéo commence à se faire longue, je vais en reparler dans plein d'autres, t'inquiète pas, si t'as envie de réagir dans les commentaires, toujours, s'il te plaît, fais-le dans la bienveillance et le respect, et si t'as des questions, si t'as des craintes, si t'as des a priori, si quoi que ce soit, n'hésite pas à me le demander dans les commentaires, j'avais déjà fait un ask Instagram pour savoir qu'est-ce qui t'intéressait dans les traitements par rapport à la psychiatrie, tout ça. J'ai eu beaucoup de questions à ce sujet, mais voilà, je prends tout ce qu'il y a, tout ce qui peut permettre d'éclairer, en tout cas dans la mesure du possible, hein, dans la mesure dans laquelle je peux l'expliquer pour moi, évidemment. Mais voilà, voilà, j'ai dit tout ce que je voulais dire, j'espère que le message est passé, et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, n'hésite pas à passer sur mon Utip si tu veux me soutenir financièrement, il suffit juste de regarder une petite pub pendant quelques secondes, et ça reverse quelques centimes sur ma cagnotte, et ça m'aide énormément, donc merci si tu le fais déjà, et merci si tu comptes le faire. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt, et d'ici là, prends grand soin de toi, et n'oublie jamais que je t'aime très 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 fort.